Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de répondre à Johan qui m'a envoyé une question. Est-ce que vous auriez un retour d'expérience dans une équipe qui intègre un business analyst sans bien identifier le travail qu'il doit faire? Certaines entreprises créent une entité business analyst mais sans bien comprendre ce job. Du coup, ça devient un rôle fourre-tout. Est-ce que vous avez une idée pour se sortir de cela? Je vais essayer de répondre. C'est évidemment pas évident puisqu'il y a des situations qui sont uniques à chaque fois. En revanche, je vous propose d'essayer de creuser un petit peu le sujet. Alors, on va voir déjà quels sont les employeurs de business analyst, puisque si vous ne connaissez pas ce métier, si vous voulez vous reconvertir, et même, je dirais même des business analysts qui le sont depuis longtemps, ne savent pas forcément quels sont les différents employeurs de business analyst. Donc on va un petit peu, creuser ce sujet-là dans la première partie. Ensuite, dans une deuxième partie, on va essayer de voir le positionnement du business analyst dans un organigramme d'ESN, donc entreprise de services du numérique. En troisième partie, on va voir comment se positionne le business analyst dans un organigramme d'une entreprise qu'on appelle le client final. Et à la fin, on va essayer de répondre à Johan pour voir comment effectivement, comment faire en fait si votre entreprise ne sait pas délimiter le périmètre de ses business analysts. Alors, si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, bienvenue. Vous êtes au bon endroit si vous voulez découvrir le métier de business analyst ou si vous voulez vous informer, même si vous l'êtes déjà depuis de nombreuses années, puisque 98% des business analysts sont autodidactes, se forment sur le tas et ne connaissent pas les bonnes pratiques de notre beau métier. Et seuls 2% sont formés réellement à leur métier. Alors, je parle là de chiffres pour les business analysts francophones, puisque j'ai coutume de dire que les anglo-saxons sont beaucoup plus en avance que nous et ils ont des meilleures statistiques. Et nous, on est amenés dans les pays francophones à se diriger progressivement vers des statistiques un peu meilleures avec quand même beaucoup plus de business analysts formés. Depuis 2-3 ans, ça commence à évoluer où effectivement, je constate qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent la mesure de l'importance de former leurs business analysts et les entretiens d'embauche d'ailleurs sont de plus en plus pointus. Donc c'est bon signe. C'est bon signe, mais en même temps, si vous n'avez pas été formé, vous pouvez être faire partie de ces business analysts qui sont un peu inquiets parce qu'ils se rendent compte que effectivement ils n'ont pas les bonnes pratiques, ils connaissent pas bien leur métier et moi je vois souvent des business analysts qui ont souvent un très très bon CV mais qui ont un syndrome de l'imposteur assez ancré, quand bien même, finalement, ils sont de bons professionnels. Voilà, donc ça, c'était, la petite aparté. Donc qui je suis? Je suis Alice Bacci, je suis, business analyst depuis de nombreuses années et je suis fondatrice également du site internet bestofbusinessanalyst, .fr qui est le premier site des business analysts francophones. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez, lire plein d'articles sur ce métier et avoir accès à d'autres ressources, des podcasts, des vidéos, des templates gratuits. Vous pouvez également vous professionnaliser puisque j'ai mis en place, une académie de business analyst qui avec des formations qui sont très ciblées, et qui vous permettent, d'apprendre votre métier et après de vous spécialiser selon les thématiques, pour lesquelles vous avez besoin d'une formation. Donc allez-y, faire un tour si vous voulez vous professionnaliser. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter toujours sur mon site internet bestofbusinessanalyst.fr. Ça vous permet de faire de la veille informationnelle sans effort puisque vous recevrez tous les 15 jours une newsletter avec les derniers articles, podcasts, vidéos, tutoriels et informations sur la business analyse. Donc là, voilà, il suffit de renseigner votre prénom, votre nom et votre email et vous recevez ça de manière automatique dans votre boîte mail. Voilà, alors, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la présentation. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, si vous voulez me soutenir, puisque c'est quand même beaucoup de travail de vous présenter, toutes ces vidéos, puisqu'il faut que je les prépare, je les tourne, et que je vous réponde à toutes les questions que je reçois, n'hésitez pas à liker, et à vous abonner à cette chaîne. Ça soutiendra mon travail et puis vous serez de votre côté informés à chaque fois qu'il y aura un nouveau contenu. Je fais une vidéo, que ce soit, une vidéo comme celle d'aujourd'hui ou, un tutoriel animé, ou, des différents supports. J'en fais toutes les semaines, j'en publie toutes les semaines et en plus de ça, vous verrez dans l'onglet communauté, de beaucoup d'informations complémentaires, que ce soit, des articles que je publie également sur l'onglet communauté ou des tas d'informations, voilà, hein, que vous pouvez avoir tout au long de la semaine. Ça encore, une fois, ça vous aide à faire votre veille informationnelle. Voilà, alors
Aujourd'hui, donc, la thématique, c'est comment faire si votre entreprise ne sait pas délimiter le périmètre de ses business analysts et donc c'est, pour répondre en élargissant un petit peu la question de Johan. Alors déjà, la première chose à faire, et donc ça va être la première partie de ma réponse, c'est de comprendre qui sont les employeurs de business analyst. Alors il y en a de 2 sortes. On a ce qu'on appelle les clients finaux. Donc ça, c'est des entreprises, des organisations qui ont, qui sont normalement d'une taille assez importante, qui ont pas mal de projets, en interne et qui se rendent compte qu'elles ont besoin d'avoir des business analysts. Alors, je vous rappelle d'ailleurs ce qu'est la business analyse. La business analyst, c'est la discipline qui consiste à recommander, concevoir et mettre en œuvre la meilleure solution possible pour aider l'entreprise à s'adapter à un changement. Alors, ça peut être un changement qui est déjà en cours, comme ça peut être un changement que l'entreprise anticipe. Par exemple, il y a une nouvelle réglementation européenne qui va impacter potentiellement l'activité de l'entreprise ou ses processus. Alors parfois, elle ne sait même pas si ça va vraiment l'impacter, mais elle se demande si ça peut l'impacter. Eh bien, un business analyst peut être sollicité pour essayer d'analyser ce changement et de voir si effectivement il y a un impact. Et s'il y a un impact, il va recommander une solution qui peut être soit une solution organisationnelle, métier, de gouvernance ou une solution de système d'information, voire toutes ces solutions en même temps. On a plusieurs profils de business analyst et les entreprises qui sont d'une certaine taille, eh bien, elles ont tout le temps, en fait, des changements. Alors ça peut être un lancement de produit, ça peut être, des fusionner de départements, ça peut être, un nouveau manager qui arrive et qui veut changer, la manière de faire. Ça peut être, voilà, des tas de changements, il y en a une liste franchement infinie, et ces changements-là, il va falloir pouvoir les analyser. En interne, on a évidemment les managers qui peuvent analyser ça, mais c'est pas forcément leur métier, ils ont pas forcément le temps, ils sont plutôt là pour animer, piloter leur département. Donc ils peuvent faire de la business analyse, mais encore une fois, ils sont pas formés pour ça, et ils ont pas forcément le temps. On a aussi des collaborateurs opérationnels, métiers, qui peuvent être sollicités pour, réfléchir, à ces problématiques-là, mais là aussi, ils sont pas formés, et donc c'est des entreprises qui sont d'une certaine taille et qui ont très souvent des changements, à anticiper ou auxquels elles doivent faire face, et bien, souvent, elles vont créer des rôles de business analyst. Alors, c'est pas forcément cet intitulé de poste, ça dépend vraiment de l'entreprise. Vous pouvez avoir vraiment, des tas de dénominations propres à l'entreprise. Par contre, la discipline qu'est la business analyst et dont je vous ai cité la définition juste avant, elle va être pratiquée par tous ces professionnels. Donc ça, c'est le premier type d'employeur, qui va avoir, un recours au business analyst, et on va revenir après, un peu plus loin dans cette vidéo sur le positionnement dans l'organigramme de ces entreprises. Et puis après, vous avez un deuxième type d'employeur de business analyst qui sont les ESN. Et ça, c'est 80 des business analysts sont quand même employés dans les ESN, entreprises des services du numérique, qui sont en fait, et aussi d'ailleurs les cabinets de conseil, hein, qui ne sont pas forcément focalisés sur des services informatiques, mais vont parfois aider l'entreprise pour une réorganisation, fusion-acquisition, etc. Donc, c'est des cabinets de conseil hors système d'information. Là, en fait, on va avoir des business analysts qui vont être appelés consultants. Voilà, donc il y a vraiment ces deux typologies d'employeurs. Il y a de fortes chances que si vous regardez ma vidéo et que vous êtes business analyst, vous soyez enfin, fassiez partie des 80 de business analysts employés par des ESN et des cabinets de conseil. Voilà, alors la question de Johan, elle est quand même beaucoup plus axée sur, les employeurs qui sont des clients finaux, donc les 20 d'employeurs qui vont créer des départements d'entreprise, business analyse. Donc ça, je vais l'aborder. Par contre, je sais qu'un certain nombre d'entre vous, ne connaissent pas encore très, très bien ce milieu des ESN, donc des prestations de services, des dispensées par les ESN. Donc avant de rentrer dans la place du BA, dans une organisation appelée client final, je vais vous expliquer quand même ce que fait, le et comment est positionné le business analyst dans le cadre d'un organigramme d'ESN. Alors, une ESN, c'est quoi? Alors déjà, ça s'appelait avant une SS2I.
ESN, c'est entreprise des services du numérique. Ce sont des entreprises qui fournissent des prestations de services qui couvrent différents périmètres d'un projet. Donc, quand on fait appel à une entreprise de services du numérique, ça permet, en tant que client final, en fait, d'avoir des ressources qui sont polyvalentes, qui sont expertes. Ça sécurise aussi, puis c'est souvent aussi sur des projets qui ont une date de début, une date de fin. Donc une fois que la gestion de ce projet a été s'est terminée, puisqu'on on a répondu, à ce besoin de changement dont je parlais tout à l'heure, il y a plus besoin de la ressource. Donc embaucher un business analyst, juste pour un projet, on ne sait pas si derrière il y en aura un autre, c'est souvent très risqué et en plus, il faut avoir quelqu'un qui a la compétence. Donc beaucoup d'entreprises préfèrent passer, lorsque c'est des changements ponctuels, par ces ESN, ces entreprises des services du numérique. Alors ces entreprises-là, elles ont, pour objectif de, valoriser les outils informatiques, de développer des solutions à partir de ces outils et de permettre aux entreprises de les exploiter. Alors je pris cette, définition d'un site, alors je vais vous dire ce que c'est, passion-entrepreneur.com, donc vous pouvez aller regarder. Si vous voulez avoir l'intégralité de l'article. Moi, je m'en suis vraiment beaucoup inspirée parce que je trouvais que c'était très bien écrit, donc je réinvente pas quelque chose qui est bien écrit par un site internet qui fait bien les choses. Donc actuellement, on a à peu près, plus de 350 000 emplois en France qui sont concernés par les entreprises des services du numérique, donc c'est quand même un très, très gros employeur. Alors il faudrait vérifier, auprès du Syntec qui est, pour la convention collective des ESN. Il faudrait voir à peu près les chiffres, mais ça, c'est les chiffres que j'ai trouvés sur internet. Alors, une ESN, on va dire classique, elle est souvent composée un petit peu de la même manière. Donc, principalement, la main-d'œuvre, hein, ce sont les consultants informatiques, puisque c'est eux qui vont générer du chiffre d'affaires. Alors, eux, ils sont salariés et ils vont être positionnés auprès de clients finaux. Ils vont intervenir au forfait, en TMA, donc TMA, c'est la tierce maintenance applicative, ou en assistance technique. C'est-à-dire qu'ils vont arriver chez le client final pour vraiment des missions d'assistance très, très ponctuelles. Et puis donc à côté de cette main-d'œuvre de consultants, qui sont donc salariés par les ESN et après positionnés chez les clients finaux, vous avez d'autres collaborateurs de ces ESN qui sont eux, plutôt des commerciaux. Alors ils ont plusieurs dénominations, ça peut être des managers et cetera, mais enfin le but c'est quand même commercial, c'est-à-dire d'aller prospecter des clients finaux, d'aller les trouver, leur faire des propositions commerciales en évaluant bien le besoin et la charge, puisque souvent les entreprises finales demandent des prestations au forfait, c'est-à-dire qu'il y aura une enveloppe, une enveloppe sur laquelle ils vont s'engager et pour un certain nombre de jours. Donc là, l'entreprise de services du numérique a intérêt à ne pas se tromper et à bien, on va dire, estimer l'enveloppe forfaitaire à laquelle elle vend en fait, qu'elle vend à son client final. Donc voilà, donc ça, ce sont des collaborateurs, des salariés de l'ESN qui sont axés sur la vente et puis après, comme toute entreprise, vous avez forcément, des collaborateurs qui sont ni dans la vente, ni dans, l'opérationnel, donc les consultants, mais qui sont ressources humaines, finances, contrôleur de gestion et cetera, ressources humaines et cetera. Donc ça, c'est, à côté de ça, évidemment, les salariés classiques qu'on va retrouver. Donc quand dans un organigramme en fait de d'ESN, où est-ce qu'on va retrouver les business analysts? On va les retrouver dans ces consultants informatiques. Donc là, on parle bien de consultants informatiques puisqu'une ESN, elle intervient dans le cadre de projets de systèmes d'information, et le business analyst, il va être recruté en général sur mission, c'est-à-dire que souvent, l'entreprise ou le commercial, il a, identifié une entreprise qui avait besoin de services, d'une ESN. Il s'est positionné, il pense qu'il va pouvoir passer et qu'il va pouvoir, signer le contrat, mais c'est pas sûr à 100, hein, et souvent, en tout cas, ils vont staffer, ils vont chercher des business analysts quand la mission le nécessite. Donc ils vont regarder en interne, est-ce qu'ils ont des business analysts disponibles ou pas avec le bon profil, et s'ils ne le trouvent pas, ils vont aller recruter des business analysts en externe pour cette mission en particulier, ou alors ils vont aller chercher des freelances. Donc moi personnellement, j'étais freelance et donc j'intervenais dans ces cadres-là. Après, de manière plus à la marge, beaucoup moins fréquente, on recrute des business analysts, enfin ces ESN recrutent des business analysts, au profil.
Donc ils ont pas forcément une mission, à leur proposer immédiatement. Par contre, ils savent qu'ils auront besoin de business analysts, régulièrement et donc ils vont les recruter sur profil. Mais ça, c'est moins fréquent. Voilà, donc ça, sachez-le. Donc voilà, le business analyst dans le cadre des ESN, il va intervenir en tant que main-d'œuvre, en tant que consultant informatique et donc il va être rarement à l'agence. En général, il est chez le client final. Quand il est à l'agence, eh bien, souvent, c'est dans des cadres de missions de maintenance, voilà, c'est en général, c'est souvent ça, de la TMA, tierce maintenance applicative et il va, donc ne pas être chez le client et il va être, avec l'équipe technique, sur le plateau, à l'agence. Voilà. Mais en général, un business analyst est quand même très en contact avec, les pôles métiers et la plupart du temps, un business analyst, il est, géographiquement chez le client. Voilà, donc ça, c'est pour comprendre un petit peu comment fonctionne, une ESN et où se positionne le business analyst. Je voudrais également parler d'une évolution assez récente qui sont les ESNI, c'est-à-dire entreprises de services du numérique innovantes. C'est quoi? Ce sont des ESN, mais leur particularité, c'est que les consultants informatiques, ce sont des freelances, ce ne sont pas des salariés. Et donc, eux, ils vont aller, récupérer des profils de freelance dont le profil est visible en ligne gratuitement pour les entreprises clientes et le client final, il va sélectionner les profils qui les intéressent, donc les présélectionner en fait les consultants indépendants grâce à ces profils en ligne et le SNI derrière eh ben, va se charger de tout coordonner, elle va tester les compétences, elle va les présenter, faire les entretiens près du client, elle va faire le suivi de mission, les facturations, etc. Mais au lieu d'avoir des business analysts bah, du coup salariés au sein de l'organigramme de l'entreprise, ce sera des partenaires, des consultants indépendants. Donc là, dans le positionnement de l'organigramme, ce sera toujours dans la ressource, vendue aux clients finaux, mais pas dans l'organigramme, pardon, de l'ESN. Voilà. Donc ça, c'était pour faire un petit peu le point avant de rentrer un peu plus dans, la réponse, et en me focalisant sur le business analyst dans l'organigramme des clients finaux. Donc allons-y, le business analyst dans les clients finaux. Et là, ça peut être un petit peu plus compliqué puisque effectivement, bah, une entreprise, un client final, elle a plein de services et elle a ce qu'on appelle les pôles métiers. Donc si vous êtes dans la banque, ça peut être les agences bancaires. Si vous êtes dans une industrie, ça peut être, au sein de l'usine différents postes. Si vous êtes dans les services, alors moi je vous donne des exemples. Par exemple, j'ai fait, donc l'industrie aéronautique. Donc les pôles métiers, qu'est-ce que c'est? Bah, ce sont tous les départements, opérationnels. Donc ça peut être, effectivement la production, des hélicoptères, ça peut être le bureau d'études, ça peut être, un pôle métier, qui est, la documentation, qu'on doit écrire pour les hélicoptères. Donc ça, c'est des pôles métiers. Et puis, donc vous allez rencontrer partout quand on oppose le métier et l'IT, quand on parle du métier, en fait, c'est ça. Donc en fait, au sein de l'organigramme des clients finaux, vous allez avoir, les pôles métiers et la direction des systèmes d'information. Donc la DSI, c'est, l'entité, le département qui était avant appelé, département informatique, mais maintenant évidemment ça a beaucoup changé depuis pas mal d'années puisque maintenant on élargit les prérogatives du département informatique à tout ce qui est système d'information. Et donc en fait, le business analyst, il va être rattaché soit au pôle métier, soit à la direction des systèmes d'information. Donc, pôle métier, c'est ce qu'on appelle souvent la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, c'est le porteur du besoin. Là, vous allez pouvoir retrouver, par exemple, des intitulés de postes qui ne sont pas business analyst, qui seront des product owners, des business owners, voire des key users, utilisateurs clés qui font de la business analyse et qui, voilà. Et en fait, toutes ces rôles-là, en réalité, ce sont des rôles. Ce sont les personnes en tant que telles, elles peuvent avoir un autre intitulé de poste et cumuler leur poste opérationnel avec, quand il y a des projets de système d'information, eh bien, une casquette, liées à l'analyse métier sans avoir pour autant l'intitulé, business analyst. Donc, ils peuvent aussi être des référents métiers, dans les projets de système d'information de leur entreprise. Ils peuvent participer à des réunions de progression, de suivi des projets de système d'information en apportant la vision métier.
Ils peuvent être sollicités dans des ateliers de travail, ils peuvent être amenés à vérifier, l'application avant, enfin les systèmes d'information avant qu'ils soient, mis en prod et cetera. Et quand ils sont product owners et ben, ils interviennent vraiment de manière, très, étroite avec, les autres acteurs, des équipes agiles, puisque, bah, ça sera vraiment, leur quotidien que de s'assurer de garantir, la satisfaction des utilisateurs, au regard des besoins métiers et de la vision stratégique de l'entreprise et tactique. Donc ça, c'est un 1er positionnement, un business analyst, même s'il n'a pas l'intitulé business analyst, il peut être rattaché au pôle métier en tant que maîtrise d'ouvrage porteuse du besoin. Donc dans ce cadre-là, on peut aussi retrouver des business analysts qui sont, staffés à 100 dans la maîtrise d'ouvrage des pôles métiers. Donc ils n'ont pas de rôle opérationnel, ils vont pas, bah, par exemple, si on prend l'exemple des banques, ils vont pas être, dans une agence, ou dans un pôle opérationnel à faire à faire des tâches, on va dire opérationnelles, terrain. Ils vont être là par contre parce qu'ils connaissent, le contexte banque, ils ont peut-être déjà fait ça avant. Et donc ils vont cumuler cette casquette de, je connais en fait très, très bien le pôle métier, le secteur d'activité et je peux aider la direction des systèmes d'information à mettre en place le projet, le système d'information, le logiciel. Parce que moi, je représente le métier et même si je ne le fais plus, je ne fais plus ces activités métiers et bien par contre je sais exactement de quoi il s'agit. Donc là c'est toujours dans ce rattachement hiérarchique au pôle métier, maîtrise d'ouvrage, eh bien, ces business analysts, ils peuvent être, 100 staffés sur des projets de système d'information toute l'année. Ils vont même intervenir avant le projet. Alors je vous rappelle comment, se constitue en fait, un cycle de vie, le cycle de vie d'une solution informatique. On a d'abord une étape de pré-projet. Donc avant de lancer le projet, on va étudier, l'opportunité de le faire. Donc il y a une problématique. On va se dire: «OK, cette problématique, est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle est critique? Est-ce qu'elle a un impact qui justifie de mettre une enveloppe budgétaire et une équipe sur un projet en particulier?» Donc on va faire étude d'opportunité, analyse de faisabilité, donc analyse de rentabilité au travers du business case. On va émettre des recommandations en tant que business analyst, ou en tout cas, quel que soit encore une fois l'intitulé du poste, la personne qui va faire la business analyse, qui va pratiquer la business analyse, en pré-projet. Et puis après, en fonction du résultat de ces analyses, on va dire go ou no go. Est-ce qu'on lance un projet avec une enveloppe budgétaire, oui ou non? Parfois, ça va s'arrêter là, ce qui fait que la DSI, direction du système d'information, n'aura même pas connaissance de ce projet. Voilà. Parce qu'il y aura tout simplement pas, ça ne sera pas concrétisé par un projet de système d'information. Et puis quand c'est le go, OK, on justifie, l'investissement, là ça va l'équipe projet va se constituer et on va avoir, bah, une organisation projet avec d'un côté le métier, maîtrise d'ouvrage et la DSI, maîtrise d'œuvre qui va réaliser la solution. Donc, les business analysts qui sont rattachés à la maîtrise d'ouvrage, eux, ils peuvent être amenés à faire toute cette phase d'avant-projet. Ils peuvent être aussi amenés à travailler pendant le projet lorsque bah, la réalisation de l'application se fait avec l'équipe de la DSI. Ils vont être les interlocuteurs, les référents métiers. Par exemple, c'est eux qui vont faire le BRD, qui vont faire, l'analyse des besoins pour permettre après, côté, DSI, au business analyst de faire la description des exigences de la solution. Donc si vous comprenez pas trop ce que je dis, la différence entre besoin et exigence, sachez que c'est très important de faire la différence et que j'ai fait des vidéos sur le sujet. Un besoin est un besoin, c'est une liste au Père Noël, c'est pas forcément quelque chose qui va se concrétiser par une fonctionnalité ou une exigence non fonctionnelle ou une exigence de transition dans la solution cible, mais c'est un besoin qui peut être après, adressé, satisfait, en dehors d'une solution informatique et une exigence de la solution. Par contre, c'est une sorte de contrat où on dit: «Voilà ce que le logiciel va réellement faire» et on s'engage là-dessus et voici les fonctionnalités, exigences non fonctionnelles, exigences de transition qui vont y répondre. Voilà.
Donc ça, en fait, cette partie solution, eh bien, c'est, fait par l'équipe de donc la direction des systèmes d'information. Et donc c'est là qu'on va retrouver un autre positionnement dans l'organigramme des business analysts, donc auprès des clients finaux. On va retrouver des business analysts qui, en général, ont vraiment l'intitulé business analyst ou consultant fonctionnel. Également, on retrouve encore cette ancienne dénomination. Et eux, ils vont être rattachés à la direction des systèmes d'information. Donc, ils vont être côté réalisation technique. Donc, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage porteur du besoin pour le métier, maîtrise d'œuvre réalisateur, donc technique, celui qui réalise la solution. Et donc, ces business analysts, ils vont garantir que les exigences de la solution, ils vont répondre aux besoins métiers que potentiellement un autre business analyst côté maîtrise d'ouvrage aura identifié et priorisé. Alors, là où ça se complexifie un peu, c'est que parfois, et même souvent, je dirais, que au sein de la DSI du client final, eh bien, l'organisation du travail fait qu'on va sous-traiter la réalisation de tout ou partie de la solution à une ESN. Et donc, il peut y avoir des business analysts maîtrise d'œuvre vis-à-vis de business analyst maîtrise d'ouvrage dans la même entreprise qui se retrouvent maîtrise d'ouvrage face à des ESN qui ont elles-mêmes leur propre business analyst, pour pouvoir mener à bien la réalisation de la solution. Donc on peut se retrouver dans un même projet avec des professionnels de la business analyse rattachés à la maîtrise d'ouvrage, au pôle métier, qui vont être porteurs du besoin. On peut retrouver des business analysts qui vont être attachés à la DSI de cette même entreprise client final, qui vont transcrire le besoin en exigence et face à eux, des sous-traitants, d'une ESN ou de plusieurs ESN qui vont peut-être avoir aussi des business analysts qui, eux, vont être garants que le contrat entre l'ESN et la direction du système d'information du client final, arrive à son terme, et qu'ils ont bien compris, et qu'ils ont bien su transcrire, les attentes, du business analyst rattaché à la DSI du client final en exigences, on va dire qui vont être, effectivement, codées, développées, du côté de l'ESN. Donc vous voyez, parfois, il y a un empilement de responsabilités et c'est là que ça peut être compliqué de savoir bien se positionner, d'où la question de Johan. Parce que si vous êtes chez un client final, et donc là, on va passer à la troisième, enfin la dernière partie de cette vidéo, donc répondre à la question de Johan. Euh, Dans le cadre où on est un client final et qu'on crée une entité business analyst. C'est déjà, très bien parce que, c'est pas le cas partout, donc ça veut dire que l'entreprise déjà elle a pris conscience qu'il faut avoir une entité qui est garant de la satisfaction utilisateur en lien avec, le respect de la vision stratégique de l'organisation. Et bien là, il va falloir identifier et délimiter le périmètre de cette entité, nouvellement créée de business analyst. Donc c'est vrai que c'est pas évident parce que si ce périmètre n'est pas clair, heu, comment ça forcément devant, enfin en face d'eux, il y aura la direction des systèmes d'information de la même entreprise qui auront pendant des années travaillé d'une autre manière, voire n'auront pas eu l'habitude de travailler avec des business analysts et ils arriveront pas à comprendre qui fait quoi. À quel moment eux ils interviennent, à quel moment c'est les pôles métiers, mais est-ce qu'il y a des fois et souvent ils sont pas formés, donc les interactions sont pas du tout fluides, il manque plein d'informations, et c'est là qu'on se retrouve avec des pôles métiers et de la direction de système d'information qui se tirent dans les pattes alors qu'ils sont dans la même entreprise, parce que tout simplement, ils se comprennent pas, les besoins de la DSI, de la réalisation de la solution, c'est pas les mêmes que les besoins côté maîtrise d'ouvrage où on veut une satisfaction utilisateur, vis-à-vis, bah, de KPI, d'indicateurs de performance purement métier et donc là, c'est une vraie compétence à avoir que de comprendre ces 2 facettes et puis, encore pire, si derrière la DSI fait appel donc à des ESN, alors là, on n'y comprend plus rien, on sait plus qui fait quoi, à qui on s'adresse et cetera. Et c'est là que Johan, comme, dans sa question, dit que ça devient souvent un rôle fourre-tout. Oui, tout simplement parce qu'on n'a pas correctement identifié le périmètre de l'entité business analyse. Est-ce que c'est rattaché au pôle métier? Est-ce que c'est rattaché à la DSI? Qui fait quoi? Qui commence où? Quelle est la limite du périmètre de l'équipe technique par rapport, au business analyst? Est-ce que c'est plutôt porteur du besoin ou s'assurer qu'on respecte les exigences? Toutes ces questions, en fait, elles doivent vraiment être soigneusement étudiées. Si en interne, l'entreprise n'a pas la capacité à
analyser ce périmètre, mon conseil, c'est vraiment pourquoi pas, d'avoir un recours à un conseil une entreprise de conseil en organisation. Donc soit en interne, lorsqu'on crée, le on va dire le département business analyst, il y a en même temps une réflexion avec les ressources humaines, avec les managers impactés par cette création de service en disant: «Bah, OK, c'est quels sont vos problèmes? Pourquoi si on veut créer un département BA, c'est qu'il y a un problème. Voilà, et le problème, c'est, on découvre les besoins métiers tellement tard qu'en fait, personne n'est content ou on n'a pas le temps ou alors, le problème, c'est que nous, à la DSI, on ne connaît pas suffisamment le contexte métier, donc il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on a besoin de créer un département de business analyst et donc il faut réunir toutes les départements impactés par cette création, donc DSI, pôle métier, les managers des uns et des autres, pour déjà s'assurer que, chacun y trouve son compte. Parce qu'il faut savoir que c'est extrêmement stratégique et politique après dans les entreprises. Les managers, c'est des humains, hein, donc il y en a certains qui vont avoir peur d'être dépossédés d'un certain pouvoir en interne, d'autres qui vont avoir plutôt peur, non pas pour eux-mêmes, enfin en tant que pouvoir, enfin voilà, porteurs d'un pouvoir particulier, mais ils ont plutôt peur de pas plus savoir bien travailler et rendre, leur travail avec une certaine qualité et d'être jugés sur une baisse de la qualité de leur travail, de la qualité du travail de leur service. Donc en fait, vous pouvez aussi réunir du coup les ressources humaines qui ont des fiches de poste, qui ont plus d'expérience là-dessus. Vous pouvez aussi, peut-être vous inspirer sur, des projets de conduite du changement qui ont eu lieu, en dehors, enfin dans l'entreprise, mais dans d'autres services. Donc déjà ce travail-là, il doit être fait, on va dire dès le début, lorsqu'on crée l'entité pour pouvoir éviter l'écueil de c'est un rôle fourre-tout et je ne sais pas qui fait quoi, qui commence, à quel moment du périmètre de la business analyse. Si en interne, il n'y a pas cette compétence-là, eh bien donc il y a les cabinets de conseil en réorganisation. Qu'est-ce qu'ils font? Alors eux, ils vont accompagner, et conseiller les dirigeants d'entreprise, les managers dans l'élaboration de toutes leurs stratégies de transformation, d'adaptation et de conduite du changement. Ils vont aider à mettre en place tous les processus de changement organisationnels et managériaux, que ce soit sur, la partie humaine, technologique, financière, informatique, démarche qualité, sécurité et cetera. C'est vraiment leur job, c'est leur compétence. Donc il vaut mieux investir pour l'entreprise dans un conseil en réorganisation et que ça soit bien fait plutôt que, que ça soit la catastrophe après, parce qu'on aura, on pense que c'est facile, en réalité rien n'est facile, hein. Quand on réorganise une entreprise, il y a énormément de choses à voir, enfin voilà, avant de le faire, dans la vraie vie, on va dire. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon conseil, c'est, commencer par, bien comprendre, quels sont les différents périmètres. Est-ce que c'est plutôt le pôle métier, il va faire quoi? Il va s'arrêter où? On va essayer de mettre en situation aussi, on va imaginer par exemple un projet de système d'information qui a déjà été fait par exemple et de dire: «OK, dans tel cas de figure, on a eu tel problème». Si on avait ce département de business analyst qui avait existé à l'époque, où est-ce qu'il serait intervenu? À quel moment? Plutôt dans l'analyse des besoins, plutôt dans la conduite du changement, dans la formation utilisateur? Est-ce que c'est des projets gérés plutôt de manière agile où il faut un product owner? Ou est-ce que c'est des cycles en V en cascade, plutôt une gestion de projet traditionnelle? Donc toute cette réflexion, elle est super importante. Si malheureusement vous arrivez après la bataille, que le département il a déjà été créé, eh bien, évidemment, tout le monde n'a pas la capacité à, conseiller les managers. Mais si vous avez cette connaissance-là, il faut aller voir les managers et le problème, c'est que c'est pas un seul manager, c'est pas le manager du département BA uniquement qu'il faut voir, c'est tous les managers impliqués, la DSI, la direction générale et là, il faut aller, je dirais aller chercher, taper haut dans la hiérarchie parce qu'il faut trouver un sponsor, quelqu'un qui comprend la problématique que c'est pour l'entreprise, la perte de valeur que c'est dans la chaîne de valeur de l'organisation, de ne pas avoir, une structure de business analyst qui ait un périmètre clair et bien défini. Donc après, on a des outils comme notamment la matrice RACI qui permet de savoir exactement pour chaque responsabilité
qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Donc voilà, donc ça serait l'objet de d'autres vidéos. D'ailleurs, je crois que j'ai fait pas mal d'articles d'ailleurs sur, tout ce qui est, les rôles et responsabilités. Donc je vous invite à aller regarder sur mon blog bestofbusinessanalyst.fr, ou sur les vidéos de cette chaîne. Voilà, donc ça, j'espère que cette vidéo, vous aura un petit peu éclairé. Vous voyez, c'est pas simple du tout. Il faut vraiment comprendre que le business analyst, il peut intervenir à plusieurs endroits de l'organigramme et que c'est pas pareil une ESN qu'un client final, qu'en plus après évidemment chaque entreprise a sa propre organisation et il faut déjà avoir tout ça en tête pour être capable après de bien identifier le périmètre des business analysts pour qu'ils apportent de la valeur ajoutée dans la chaîne de processus de l'organisation. Et que forcément, une chaîne de processus, ça implique plusieurs départements dans l'entreprise et que ça ne se fait pas tout seul dans son coin. Ça nécessite vraiment de coordonner différents départements. Et donc, pour le coup, si vous êtes un business analyst dans un département nouvellement créé de business analyst, malheureusement, vous subissez. C'est pas vous qui pouvez changer les choses. La seule chose que vous pouvez, c'est tirer la sonnette d'alarme et essayer de proposer des solutions. Parce que n'oubliez pas que quand on va voir nos managers et qu'on soulève une problématique, mais sans apporter une solution possible, une alternative possible, souvent, eh bien, le réflexe du manager va être de mettre la poussière sous le tapis. Il ne sait pas lui-même y répondre. Donc, les bons managers, entre guillemets, ils vont aller creuser le sujet, mais il y a beaucoup de managers qui vont pas aimer. En fait, on va tuer le messager plutôt que la mauvaise nouvelle, que essayer de résoudre la mauvaise nouvelle. Et ça, c'est assez fréquent. Et donc je peux comprendre un petit peu la détresse de Johan qui cherche des solutions pour, résoudre le cas de figure auquel il est confronté qui est: «Je suis dans un service de business analyst, très bien, ça a été créé, mais ça devient un rôle fourre-tout. Toutes les patates chaudes nous arrivent», et tout simplement parce que, on ne sait pas délimiter le périmètre exact du département. Voilà, si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, pourquoi pas et surtout si ça vous est arrivé ce type de situation, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour aider toutes les personnes qui sont dans la même situation que Johan. Enfin, si vous voulez vous professionnaliser, eh bien, n'hésitez pas à aller regarder les formations que je propose sur mon site, et qui vont vous aider à faire partie des 2 de business analystes formés à leur métier et je vous assure que c'est pas du luxe. Comme vous pouvez le voir dans les différents témoignages qu'il y a notamment sur la masterclass, la formation, la grosse formation pour devenir business analyst en système d'information, les fondamentaux de A à Z. Vous verrez plein de retours de mes élèves, qui expliquent en quoi, être formé, ça a changé un petit peu leur vie. Voilà, la petite pub promo, de ma part, mais bon, je me bats un petit peu aussi pour ça, hein. Je me bats pour que la business analyse soit reconnue et que toutes les difficultés qu'on rencontre dans le quotidien, y compris au niveau organisationnel, comme, aujourd'hui, la vidéo, vous l'explique, eh bien qu'on le rencontre de moins en moins. Je peux vous assurer que plus on est nombreux à être formés et plus c'est facile de faire passer ce message. Voilà, n'oubliez pas également que je réponds à vos questions, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions à alice@bestofbusinessanalyst.fr. J'y répondrai bien volontiers dans le cadre d'une autre vidéo questions-réponses ou d'un tutoriel. Comme vous voyez sur ma chaîne YouTube, je fais des petits tutoriels animés qui sont sympas aussi, qui permettent d'aborder plein de thématiques. À bientôt sur bestofbusinessanalyst.fr. Ciao tout le monde!